Donc voilà, je commence donc par présenter le professeur Kessler qui nous vient de Strasbourg, de l'hôpital de Strasbourg. Il est responsable de DS de pneumologie, donc il fait des cours pour des pneumologues. Et il est dans un service qui comporte en fait trois niveaux et trois pavillons, ou trois services. 80 lits pratiquement. Alors, le premier service, c'est celui du professeur Deblé, qui s'occupe beaucoup d'asthme. Le service d'oncologie qui était est pris par Madame Elisabeth Coy et qui maintenant est pris par, je ne me rappelle plus le nom du nouveau chef qui s'occupe de nous. Lasco. Lasco. Et puis, il y a notre ami Romain Kessler qui s'occupe des BPCO, des insuffisances respiratoires. Donc, il est dans un service, en fait, il s'occupe de l'hypertension artérielle pulmonaire, des mucoviscidoses, des fibroses pulmonaires. Et donc, qui gère l'insuffisance respiratoire en quelque sorte. Et parmi les insuffisances respiratoires, l'une des premières causes, c'est bien sûr la BPCO. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité pour ce webinaire. Et donc, merci en tout cas, docteur El Brahimi, président de l'association franco-marocaine de pathologie thoracique, de parler de la BPCO en période d'épidémie de Covid-19. Voilà. Alors, je voulais tout d'abord vous montrer quelques images de l'endroit où je travaille. L'hôpital de Strasbourg, le centre hospitalier universitaire de Strasbourg, est en fait un ancien hôpital pavillonnaire dans lequel vous avez des très vieux bâtiments. Et donc, vous avez par exemple ici l'ancienne pharmacie, d'anciens bâtiments qui ont été détruits. Et donc, je travaille dans le nouvel hôpital civil qui concentre un certain nombre de services, dont la pneumologie, la cardiologie, la médecine interne, la néphrologie et d'autres services, ainsi que des services de réanimation. Alors, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, je vous ai montré un petit peu ce problème de l'épidémie à Covid-19 auquel nous avons été confrontés. Alors, bien sûr, en France, et je vous ai mis les chiffres datés d'aujourd'hui, fournis par cette organisation internationale. Vous voyez qu'en France, à ce jour, nous avons eu 174 000 cas détectés d'infection à coronavirus. Vous voyez que nous avons un très gros, un nombre important de patients décédés du fait de cette infection. Nous en sommes à 25 000 au jour d'aujourd'hui, avec également, heureusement, beaucoup de patients qui ont guéri de cette infection à Covid, plus de à peu près 54 000. Et si vous voulez, si on regarde les cas actifs actuellement, nous avons encore beaucoup de cas actifs, parmi lesquels il y en a heureusement beaucoup dans des conditions peu sévères. Et il reste quand même, et c'est vraiment ça notre problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de patients qui sont en situation sévère ou critique et nécessitent en particulier du nombre de patients qui doivent rester en soins intensifs pour leur maladie respiratoire. Alors ici, vous avez l'évolution. Je vous ai mis les chiffres datés du 5 mai, donc on est le 7. Et ça concerne les patients, les nouvelles admissions en réanimation tous les jours. Vous voyez qu'aux alentours, ici nous étions début avril en France, il y a eu 771 nouvelles admissions ce jour-là dans les services de soins intensifs. L'échelle est fausse, ne regardez pas l'échelle, vous voyez le chiffre est marqué ici. 771 admissions le 1er avril 2020 dans les services de réanimation. Et nous étions, nous, à peu près à 200 admissions sur la journée
dans nos services d'unité de soins intensifs dans le Bas-Rhin, qui est donc le département dont dépend Strasbourg. Alors les derniers chiffres actuels, donc le 5 mai, vous voyez que le nombre d'admissions en réanimation dans notre département pour Covid n'était que de 2. Donc ça a quand même beaucoup diminué depuis fin avril, début mai. Et le nombre de patients nouvellement admis dans les services de réanimation en France, le 5 mai, était de 111. Donc là encore, vous voyez, il y a quand même une diminution importante du nombre d'admissions dans les services de réanimation. Alors, si on regarde maintenant le nombre total de patients hospitalisés, tous services confondus, eh bien, vous voyez que nous étions à des valeurs très élevées. Alors, en France, c'était de l'ordre de plus de 30 000. Et nous étions, nous, dans notre département, au plus fort de l'épidémie, à environ 1200 hospitalisés pour Covid dans les services hospitalisés en règle générale dans le département. Au jour d'aujourd'hui, enfin au 5 mai très exactement, il y avait encore dans notre département 825 patients hospitalisés dans des secteurs conventionnels pour Covid, et vous voyez 24 000 encore en France par rapport à ces 30 000 qu'on avait au plus fort de l'épidémie. Donc la décroissance reste quand même relativement, elle est régulière maintenant depuis quelques jours, mais elle est quand même très lente. Alors ça c'est une figure, notre administration nous informe régulièrement de l'épidémie au niveau de notre hôpital universitaire. Vous voyez qu'on était parti le 16 mars avec 95 lits de réanimation installés pour les patients Covid. C'est à peu près le nombre de lits dont on dispose dans les différents services de réanimation médicale, chirurgicale, etc. dans notre hôpital. Et vous voyez que le nombre de lits a plus que doublé. Nous avons dû doubler le nombre de lits dans les secteurs d'unité de soins intensifs. On a ouvert, les réveils ont été transformés en soins intensifs. Le secteur de cardio, soins intensifs, a été transformé en Covid, etc. Donc on a dû quasiment doubler le nombre de lits de réanimation pour Covid. Et le 4 mai, vous voyez, on avait encore 150 lits disponibles pour les patients Covid, mais vous voyez qu'on n'avait plus que 83 patients occupant ces 150 lits, 38 patients non Covid, et quand même une trentaine de lits disponibles. Donc on commence quand même à respirer par rapport à cette épidémie qui a envahi nos lits. On a encore, au 4 mai, là, vous voyez, encore 300 patients hospitalisés. Et vous voyez que la diminution, là, il y a quand même plus 16 par rapport aux jours précédents. Donc, il y a des fluctuations. Certains jours, on a un peu plus de patients qui rentrent que de patients qui sortent. Regardez aussi ce chiffre intéressant, qui est celui du nombre de professionnels qui ont été contaminés par une infection à Covid+. 584 professionnels ont été contaminés dans notre hôpital et à peu près la moitié a pu reprendre son travail après, bien sûr, une quarantaine et après avoir été testé négatif. Donc ça, c'est quand même, ça montre l'importance pour un hôpital comme le nôtre de cette épidémie à Covid. Et si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que l'Est de la France, le Grand Est, mais tout particulièrement l'Alsace, peut-être encore un petit peu plus le Haut-Rhin, qui est l'autre département de l'Alsace, avec la ville de Mulhouse, qui ont été particulièrement touchés par cette épidémie. Alors je voudrais, moi, vous avez souhaité qu'on évoque le problème de la BPCO et qu'est-ce qu'il en est au cours de cette période avec cette infection à Covid chez nos patients BPCO. Je vais d'abord vous montrer un cas clinique tiré de notre expérience personnelle. On parlera de la prévalence de la BPCO chez les patients Covid+, qu'on en sait dans la littérature. Qu'en est-il de la sévérité de l'infection à Covid-19 chez les patients BPCO? Quelle est la relation avec le tabagisme? Je parlerai de quelques hypothèses physiopathologiques. On verra également si certains traitements de la BPCO
ont une influence sur cette infection à Covid+, et les sociétés savantes ont émis, en particulier la Société de pneumologie de langue française, des recommandations concernant le traitement et la prise en charge des patients BPCO au cours de cette période épidémique. Alors voilà l'observation dont je voulais vous parler. C'est une patiente qui est venue à notre hôpital de jour le 2 mars parce qu'elle est suivie chez nous de façon régulière car elle est inscrite sur liste de greffe pulmonaire pour une BPCO très sévère associée à une hypertension pulmonaire. Donc ces patients qui sont inscrits sur liste, tant qu'ils ne sont pas greffés, on les revoit environ tous les 3 mois. On avait considéré lors de ce séjour en hôpital de jour qu'elle était à peu près stable et elle est retournée dans un secteur de réhabilitation respiratoire à proximité de Strasbourg. On a dû la prendre en urgence le 21 mars, donc une quinzaine de jours plus tard, pour aggravation respiratoire dans un contexte infectieux fébrile avec une désaturation qui nous a amené à augmenter son oxygénothérapie qui de base est quand même à 10 litres par minute, donc elle a quand même des très gros besoins en oxygène de base et nous avons dû augmenter cette oxygénothérapie, vous voyez, à un débit de 15 litres par minute. On a très rapidement fait un scanner thoracique qui n'a pas montré d'argument pour un foyer infectieux en lien avec une infection à Covid-19 et on l'a considéré comme étant stable par rapport à un scanner que nous avions d'octobre 2019. Pour le diagnostic de Covid, nous faisons bien sûr des frottis nasopharyngés, c'est l'examen de référence avec une PCR. Et ce frottis était positif le 22, donc le lendemain de il a été fait le jour de son admission. On a eu le résultat le lendemain, il était positif et ça a été confirmé par un second prélèvement fait le 3 avril. Donc c'est une patiente qui a bien fait une infection à Covid-19 et une patiente avec une BPCO très sévère puisqu'elle est en attente sur une liste de greffe pulmonaire. Alors je vous montre là sur la diapositive suivante quelques éléments de son dossier. Vous voyez ici les explorations fonctionnelles respiratoires de l'année dernière. Vous pouvez voir qu'elle a un trouble ventilatoire obstructif très sévère avec un rapport VMS sur CVF à 44%, un VMS pré-bronchodilatateur à 25%, avec une réversibilité significative puisqu'elle passe de 600 ml à peu près à 800 ml sous bronchodilatateur. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les indications du greffe pulmonaire pour BPCO, mais en tout cas, ces chiffres fonctionnels-là ne nous auraient pas suffi pour inscrire cette patiente sur liste. En général, on inscrit des patients dont le VMS est de l'ordre de 20%, post-bronchodilatateur. Donc, vous voyez qu'on est quand même un petit peu au-dessus, même si on n'est pas très loin de ces chiffres de sévérité. Elle est bien sûr très dyspnéique, grade 4 MMRC. Vous avez ici sa courbe d'épivolume pré- et post-bronchodilatateur, mais surtout ce qui nous a incité à inscrire cette jeune patiente qui a une cinquantaine d'années sur liste de greffe pulmonaire. Vous voyez, c'est son hypertension pulmonaire. Nous faisons, comme nous sommes centre également pour l'hypertension pulmonaire, nous faisons beaucoup de cathétérisme cardiaque droit, en particulier pour retenir des indications de greffe ou pas. Et vous avez ici la courbe du cathétérisme cardiaque droit, le cathéter étant bloqué dans l'artère pulmonaire. Vous voyez que ça oscille entre 35 et 65 mm de mercure. Donc, on a une pression moyenne dans l'artère pulmonaire qui est de l'ordre de 45 mm de mercure, ce qui en fait une hypertension pulmonaire sévère. Vous savez que les hypertensions pulmonaires associées à la BPCO ne répondent pas au traitement classique de l'hypertension pulmonaire idiopathique et sont donc un critère de gravité qui nous a incité à inscrire cette patiente sur liste de greffe pulmonaire. Alors, on a été confronté à un véritable problème, c'est que cette patiente-là, nous l'aurions proposé, nous l'aurions mis en unité de soins intensifs avec la possibilité éventuellement, en cas de dégradation supplémentaire, de l'intuber, de la ventiler et de voir comment elle allait évoluer par la suite. Mais compte tenu du fait que les services de réanimation étaient débordés, nous n'avons pas pu avoir cette opportunité, donc on l'a gardée dans le service. Elle a été traitée par hydroxychloroquine. Vous
voilà, comme nous faisons chez un certain nombre de nos patients. Elle était déjà sous azithromycine au long cours à petite dose pour sa BPCO que nous avons interrompu à ce moment-là parce que nous craignons des problèmes cardiaques à cause de son QTC qui était peut-être un peu plus long que ce que nous souhaitions. Elle a ensuite également, pendant un moment, elle n'était pas bien du tout sur le plan respiratoire, avec une dyspnée quasiment de repos, une hypercapnie majeure, une hypoxémie sévère, et nous avons à ce moment-là introduit un traitement antibiotique et également une corticothérapie, comme on fait dans les décompensations de BPCO, avec une dose de prednisone de l'ordre de 40 mg par jour. Au bout de quelques jours, elle a fini par s'arranger et son état a permis qu'on la remette et son état s'est arrangé. Et une dizaine de jours plus tard, nous avons refait les frottis pour Covid à plusieurs reprises. Ils étaient négatifs. L'état clinique est revenu à son état de départ. Ses besoins en oxygène sont revenus à son état de départ. Nous avons pu la retransférer dans le centre de réhabilitation respiratoire en attendant qu'on puisse trouver un greffon pour cette patiente. Vous voyez que ça pose quand même quelques problèmes concernant le diagnostic d'abord de cette pneumonie, de cette pneumopathie à Covid chez une patiente BPCO parce que c'est difficile sur un scanner thoracique quand il y a une maladie respiratoire chronique qui affecte le poumon. Vous voyez qu'elle n'a pas un poumon normal. Alors on aurait pu imaginer que dans le lobe inférieur gauche, vous voyez, on a une opacité alvéolaire avec un peu de verre dépoli. Il n'est pas clair non plus qu'il n'y ait pas un peu de verre dépoli dans le lobe inférieur droit. En réalité, on a plutôt une hyperclarté correspondant à l'emphysème pulmonaire qui est associé, vous voyez, avec petite médiastinée antérieure chez cette patiente. Donc, c'est clair que sur le plan du diagnostic, on peut avoir des difficultés chez des patients BPCO pour faire un diagnostic. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Les tests de type frottis avec PCR ont également leurs limites, hein, avec quelques faux négatifs également. Donc, il faut se méfier et éventuellement refaire ces examens et interpréter le scanner. Alors, les scanners aussi, un petit point là qu'on voit, vous voyez, les scanners n'ont pas l'air d'être de très bonne qualité. En réalité, ce sont des scanners des scanners low dose qui ont été proposés pour l'exploration de ces patients. C'est quelquefois aussi, ça complique parfois un peu l'interprétation. Alors, il y a beaucoup de littérature, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui décrivent les images et les différentes sociétés, notamment de radiologie, ont publié des détails concernant les images typiques ou moins typiques de pneumopathie à Covid. Voici un exemple. Vous avez la partie A et C du schéma ici, du scanner, qui montre des opacités en verre dépoli dans les zones périphériques du poumon, bien visibles. Vous voyez, c'est l'image initiale de cette pneumopathie à Covid. Elles peuvent être beaucoup plus étendues. Et au bout de quelques jours d'évolution, ça donne des opacités un peu plus condensantes et qui finissent ensuite par avoir une évolution régressive. Donc les images sont assez bien connues, mais vous voyez, ici, il s'agit d'un poumon normal par ailleurs. C'est plus facile quand on n'a pas de pathologie sous-jacente. Si vous avez une BPCO, une fibrose pulmonaire, ça va être plus difficile d'interprétation. Qu'en est-il des exacerbations de BPCO? Est-ce que ces patients, quand ils font, est-ce que l'infection à Covid est responsable de plus d'exacerbations? Eh bien, c'est un petit peu difficile à dire. Là, j'ai relevé des données extraites de la Fondation américaine pour la BPCO. C'est des données qui ne sont pas publiées. Vous voyez qu'ils ont regardé 177 patients qui avaient une BPCO avec une exacerbation en 2020. 16 étaient suspects de Covid+, et seulement 5 ont été testés. Donc, bien sûr, je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais nous, en France, en tout cas au début, les autorités nous ont demandé de ne tester que les patients sévères justifiant une hospitalisation. Donc, il y a probablement eu plus d'infections à Covid, mais dont nous n'avons pas fait le diagnostic parce que les patients n'ont réellement pas été testés. Donc, on ne sait pas exactement
parmi les exacerbations qui ont eu lieu en début d'année, celles qui sont dues à Covid et celles qui ne sont pas dues à Covid. Mais ce qui est important et ce qui a été dit maintenant par les différentes sociétés, c'est qu'il est important quand on a une exacerbation de BPCO et qu'on est en période épidémique de Covid, de tester ces patients afin de savoir s'il s'agit effectivement de cet organisme-là ou s'il s'agit d'autre chose. Alors, sur BPCO et Covid, si vous faites la littérature, j'ai interrogé PubMed le 5 mai 2020. Alors, sur Covid, vous voyez, il y a plein de publications. Hein. Si vous voulez lire sur Covid, il faut s'accrocher. Là, vous avez déjà près de 8600 publications sur l'infection à Covid. Par contre, sur l'infection à Covid chez les patients BPCO, il n'y en a pas beaucoup, 22. Donc, vous voyez que visiblement, ce n'est pas le problème majeur. Alors, l'une des publications importantes qui sont venues assez tôt et qui ont été publiées, je vous sors ici un tableau extrait, vous voyez, des publications du journal européen. Ça a été publié assez vite et ça a repris les comorbidités et l'impact du Covid-19 sur un grand nombre de patients, 1600 patients. Alors, les publications qu'on a, bien entendu, sont essentiellement des publications venant de Chine. Et donc, sur ces 1500 patients, vous voyez que l'âge moyen était de 50 ans. Donc, ce sont quand même des patients relativement jeunes. Je pense qu'en Europe, les patients qu'on a en règle générale sont un petit peu plus âgés, peut-être plutôt 55. Donc, des populations relativement jeunes, avec une petite prédominance masculine, ce qu'on avait remarqué. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a, vous voyez, on prend le total ici, quand on regarde le nombre de personnes n'ayant jamais fumé ou dont le statut est inconnu, 93% de patients ayant présenté une infection à Covid n'avaient jamais fumé ou on ne sait pas s'ils ont fumé. Des fumeurs, d'anciens fumeurs ou des fumeurs actuels connus, 7%. On a quand même l'impression qu'il y a finalement assez peu de fumeurs, le tabagisme étant très prévalent en Chine. On a l'impression quand même que parmi ces 1590 patients, il y avait assez peu de fumeurs. Quand on regarde les comorbidités, eh bien, les comorbidités, si vous avez suivi la littérature qui ressortent régulièrement comme étant plutôt associées à l'infection à Covid, sont le diabète, donc vous voyez 8,2%, et l'hypertension, 17%. Alors, ça semble quand même effectivement des chiffres relativement élevés pour des populations relativement jeunes. Quand vous regardez BPCO, cette fois-ci, vous voyez que dans cette population de 1590 patients, il n'y avait que 24 patients avec BPCO, 1,5%. Donc, on a l'impression que la prévalence de la BPCO dans ces infections à Covid, au moins dans ces publications chinoises, semble relativement faible. Alors, vous me direz, mais il faudrait peut-être savoir quelle est exactement la prévalence de BPCO dans la population générale chinoise. Si vous avez une certaine prévalence dans la population, le Covid va probablement toucher à peu près tout de la même façon. Alors, on a des chiffres de BPCO dans la population chinoise, publiés dans le Lancet en 2018. Et si vous regardez les chiffres moyens, bien sûr, il y a plus de à peu près de prévalence de BPCO chez les hommes et à peu près chez les femmes. En moyenne, c'est entre 10 et 15%, on va dire 14%. Et comme vous le voyez également, ça dépend de l'âge. Donc, si vous prenez des populations de plus de 50 ans, vous voyez qu'on est largement supérieur. On est de l'ordre de 14-15%. Donc, vous avez vu précédemment, sur la diapositive précédente, il y a à peu près chez ces patients, chez ces 1500 patients, il n'y avait que 1,5% de patients avec BPCO. Si on compare ça aux 14-15% de BPCO dans la population générale, on a l'impression qu'il y a quand même moins de patients BPCO qui ont fait proportionnellement une infection à Covid. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Chine, la BPCO est à la fois due au tabagisme qui est assez important, mais il y a également une autre forme
de BPCO en Chine qui est lié à l'utilisation de combustibles dans le domicile, en particulier dans les zones rurales. J'ai un petit peu regardé aussi la prévalence de la BPCO, parce que vous avez vu, si vous avez suivi les informations, que c'était surtout les villes qui avaient l'air d'être touchées par l'infection à Covid, et en particulier la ville de Wuhan en Chine. Et vous voyez que finalement, les prévalences de BPCO, que ce soit en secteur urbain ou en secteur rural, sont relativement proches de 12 à 15%, donc nettement supérieures à ce qu'on a vu comme prévalence de BPCO chez les patients hospitalisés pour une infection à Covid. Alors, là, quand on regarde la prévalence de la BPCO, encore pour essayer de comprendre les choses, c'est vrai que la prévalence de la BPCO concerne surtout des formes peu sévères, modérées, minimes ou modérées. Les formes sévères sont quand même moins rares. Donc peut-être que le diagnostic de BPCO chez les patients hospitalisés pour Covid est peut-être minoré. C'est possible. En tout cas, je crois qu'on peut retenir quand même que la prévalence de la BPCO chez les patients hospitalisés, je dis bien hospitalisés, donc des formes relativement graves, pour pneumopathie avec le SARS-CoV-2 en Chine, est relativement faible comparée à la prévalence de la BPCO en population générale. On a quelques données concernant les États-Unis. Là aussi, vous voyez, on a un grand nombre de patients qui ont été dont on a fait le diagnostic de Covid, cette fois-ci aux États-Unis, vous voyez, entre le 12 février et le 28 mars 2020. Et ils ont regardé les différentes comorbidités associées le plus souvent à l'infection à Covid. On retrouve le diabète, 10,9%, et en particulier, vous voyez le diabète dans les formes peu sévères non hospitalisées, 6% seulement, et dans les formes sévères, clairement, il y a beaucoup plus de diabète que dans les non hospitalisés. Donc, le diabète est fréquent et semble en plus être plus fréquent chez ceux qui sont hospitalisés, y compris chez ceux qui sont hospitalisés dans une unité de soins. Les maladies respiratoires chroniques, vous voyez, elles semblent aussi un peu plus fréquentes que ce qu'on avait vu en Chine, et elles semblent également plus fréquentes lorsqu'il s'agit de patients hospitalisés ou de patients hospitalisés en unité de soins intensifs. Alors, ces maladies chroniques respiratoires, 9,2%, comportaient à la fois BPCO emphysème, mais également l'asthme. Alors, aux États-Unis, par exemple, la prévalence de l'asthme est d'environ 7%. J'ai la liste, vous voyez, 10% à peu près. Et si vous regardez la prévalence de la BPCO, alors j'arrive pas à voir les chiffres, elle est très variable en fonction des États, mais elle est aussi à peu près de cet ordre-là, de 7-8% en moyenne si on prend l'ensemble des États-Unis. Donc si on prend asthme et BPCO, la prévalence est quand même de l'ordre de 15% dans la population. Et vous voyez que là encore, on a l'impression que si on prend asthme et BPCO ensemble, 9,2%, c'est quand même peut-être une prévalence, là encore, un petit peu plus faible que ce qu'on a dans la population générale. Nous, dans notre service, on a hospitalisé 180 patients entre mars et avril 2020, en pneumologie, donc, ce que je vous ai montré avant. 180 patients, il y avait 14 patients avec BPCO, ce qui fait 7%. Et vous voyez qu'en France, si on utilise des données qui nous sont fournies par notre Institut de santé publique, les valeurs moyennes chez des personnes de plus de 45 ans, c'est 7,5%. Donc on a l'impression, bon, sur un petit collectif chez nous, que la prévalence de la BPCO correspond à peu près à celle qu'on a dans la population générale, sachant que chez nous, effectivement, nous avions une incidence par contre de pneumopathie à Covid plus élevée que dans le restant du pays. Alors, un autre point important, donc globalement, je pense qu'on peut dire que la prévalence de la BPCO dans l'infection respiratoire à Covid, c'est peut-être un petit peu plus faible, et en tout cas,
ça ne semble pas, enfin la BPCO ne semble pas favoriser la survenue d'une infection à Covid. Par contre, lorsqu'on regarde la sévérité, là, je voudrais juste vous rendre attentif aux études qui ont été analysées. Donc, je vais vous montrer une méta-analyse publiée dans Respiratory Medicine sur la sévérité de l'infection à coronavirus. Et vous voyez que la BPCO semble associée à une sévérité plus importante. Donc, ils ne font pas plus d'infections à Covid, mais quand les BPCO font une infection à Covid, elles semblent plus sévères. Donc, vous voyez, le problème ici dans ces méta-analyses, c'est que vous avez une très grosse étude de près de plus de 1000 patients et les autres études sont beaucoup plus faibles. Donc, ça pose déjà un petit problème quand on veut faire une méta-analyse, quand on a une très grosse étude et d'autres beaucoup plus petites. Alors, vous voyez que les résultats de la méta-analyse donnent un résultat général avec un risque relatif de faire une pneumopathie sévère à Covid quand on a une BPCO de 5 multiplié par 5, donc un risque 5 fois plus élevé de faire une pneumopathie sévère à Covid quand on a une BPCO par rapport à ne pas avoir de BPCO. Mais vous voyez que le poids le plus important est représenté par la première étude, et cette étude-là, c'est elle qui donne finalement le résultat principal. Donc on a surtout une grosse étude qui montre ça. Alors, si on va un peu dans le détail de ces différentes études, donc vous avez la première étude avec les plus de 1000 patients là, et vous voyez que comme critère de gravité, c'est l'admission en unité de soins intensifs ou le décès. Et là, clairement, quel que soit le modèle qu'on utilise, le risque est significativement plus important et qu'on fait une pneumopathie à Covid, d'aller dans une unité de soins intensifs ou de décéder quand on a une BPCO et qu'on fait une infection à Covid. Donc, risque élevé d'une forme grave, et on parle de forme grave quand il y a une hospitalisation en unité de soins intensifs, quand il faut une intubation avec une ventilation invasive ou quand il y a un décès. En cas de pneumopathie à SARS-CoV, chez les patients BPCO hospitalisés, encore une fois, c'est essentiellement des données ici de Chine. C'est quand même eux qui ont l'utilisation, enfin les données les plus importantes. Deuxième chose, le tabac. Alors le tabac, il y a eu beaucoup de polémiques sur le tabac. Et là, déjà, je vous avais montré dans la première diapositive qu'il y avait peu de patients. Donc c'est un peu la même chose que pour la BPCO. Les patients qui fument ne semblent pas faire plus d'infections à Covid que les patients qui ne fument pas, que les personnes qui ne fument pas, pardon. Mais par contre, ils semblent faire des formes plus sévères. Là encore, on a regardé l'effet du tabagisme quand on a une pneumopathie à Covid sur d'un séjour en unité de soins intensifs ou d'un décès. Et là encore, vous voyez que le tabac est défavorable quand on a une infection à Covid. Mais peut-être qu'on en fait un peu moins. Alors évidemment, c'est moins fort que la BPCO. Et vous voyez qu'en fonction du modèle, ce n'est pas forcément tout à fait significatif, sachant que là encore, l'étude majeure, c'était la première, mais vous avez vu qu'il y avait quand même très peu de patients qui fumaient dans cette étude. Donc peut-être que l'analyse statistique est peut-être un peu plus difficile à faire et on n'en tire peut-être pas des conclusions aussi formelles que pour la BPCO. Donc faible prévalence du tabagisme chez les patients hospitalisés pour pneumopathie à Covid, et risque plus élevé de formes graves, comme on l'avait dit, hospitalisation, ventilation non invasive, hospitalisation en unité de soins intensifs ou décès. Donc le tabagisme et la BPCO se comportent un peu de la même manière, pas plus de pneumopathie à Covid, mais probablement des formes plus graves. Alors là, je vais me lancer dans des explications un peu plus physiopathologiques et un peu plus détaillées. Le virus entre dans les cellules épithéliales, et en particulier les cellules épithéliales des voies aériennes supérieures et des voies aériennes inférieures, par le biais de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui est fixée sur la membrane des cellules, et en particulier des cellules épithéliales. C'est comme ça qu'il affecte le système respiratoire. Il y a d'autres cellules dans l'organisme qui portent cette enzyme de conversion de l'angiotensine, mais comme c'est un virus respiratoire, il entre par les cellules épithéliales.
Alors, quand on regarde en biologie, sur des prélèvements qui ont été faits, vous voyez, au niveau de voies aériennes de fumeurs ou de patients BPCO, et qu'on étudie la concentration d'enzymes de conversion de l'angiotensine au niveau des cellules épithéliales, chez les patients BPCO, il y en a plus. Il y en a significativement plus. Vous voyez qu'il y a aussi un lien avec le VMS. Plus le VMS est bas, 40%, plus on a d'enzymes de conversion de l'angiotensine au niveau de la muqueuse bronchique. Et sur le dernier schéma, vous avez la même chose en ce qui concerne le tabagisme. Les patients n'ayant jamais fumé ont le taux le plus faible d'enzymes de conversion de l'angiotensine 2 sur leurs cellules épithéliales comparé aux ex-fumeurs ou aux fumeurs actuels. Donc, il y a peut-être un lien entre le statut tabagique, le statut BPCO et la raison de faire une pneumopathie sévère à Covid. Alors là, ce sont les exemples qui montrent l'expression de l'enzyme de conversion de l'angiotensine au niveau de la muqueuse. Là, vous avez une bronche avec un épithélium bronchique à peu près normal. Et ici, vous avez un sujet fumeur et un patient BPCO. Alors, on va tout de suite aller dans le BPCO. Vous voyez que le marquage en violet par l'enzyme de conversion est beaucoup plus important que chez le patient que chez la personne qui ne fume pas, le sujet sain. Donc, il y a beaucoup plus de récepteurs de type enzyme de conversion de l'angiotensine chez le BPCO, chez le fumeur, que chez la personne saine. Alors, ceci a donné lieu à des hypothèses, et je dois bien dire des hypothèses, concernant le rôle de la nicotine. La nicotine joue dans la régulation de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et donc, pour expliquer ces différents phénomènes, certains ont pensé que la nicotine avait peut-être un effet inhibiteur sur la maladie, sur la pneumonie à Covid-19. Alors vous me direz, ce n'est pas tout à fait ce que vous venez de nous montrer avec le patient tabagique. Mais il faut faire très attention. La fumée de tabac, ce n'est pas de la nicotine. C'est un ensemble de composés où il y a beaucoup de choses. La fumée de tabac induit une inflammation bronchique extrêmement importante, neutrophilique, etc., avec des caractéristiques très particulières. Et la nicotine a d'autres effets. En tout cas, des équipes françaises se sont lancées dans l'étude de la nicotine et peut-être de lancer des essais sur ce que font les patchs de nicotine sur la prévention et la sévérité de la maladie. En tout cas, il faut se méfier de ce genre de message parce que ça peut tomber dans l'oreille, bien sûr, de nos patients qui fument. Il faut surtout arrêter de fumer parce que si on fume, on fait des formes plus graves de pneumopathie à Covid. Donc, le tabagisme et la BPCO augmentent l'expression de l'enzyme de conversion de l'angiotensine dans les voies aériennes, expliquant peut-être le risque plus élevé de maladies sévères à Covid-19 chez ces patients. Alors, quelques petits mots maintenant concernant les traitements de la BPCO. Qu'en est-il des corticoïdes inhalés? On n'a pas beaucoup de réponses dans la littérature pour savoir si, par exemple, les corticoïdes inhalés favorisent l'infection à Covid ou si, au contraire, peut-être qu'ils inhibent la réaction inflammatoire à Covid. En tout cas, vous verrez, si vous regardez, je le redirai tout à l'heure, les sociétés savantes, que ce soit Gold, que ce soit la SPLF, recommandent, et c'est la même chose pour les asthmatiques, de ne surtout pas interrompre les traitements par voie inhalée que prennent nos patients BPCO, nos patients asthmatiques. Vous savez qu'on a par contre des démonstrations claires dans la littérature où l'arrêt de ces traitements, que ce soit chez les asthmatiques ou même chez les BPCO, conduit à une recrudescence des exacerbations et à une perte de fonction respiratoire. Donc clairement, les corticoïdes inhalés, on n'a aucune preuve qu'ils peuvent être néfastes dans l'infection à Covid, donc il ne faut surtout pas les arrêter chez nos patients. L'azithromycine, alors vous avez vu que mon collègue marseillais, professeur Raoult, a prôné l'association hydroxychloroquine-azithromycine au long cours. Malheureusement, les essais qui ont été faits sur ces différents médicaments ne nous permettent pas de conclure clairement
actuellement, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de patients BPCO, mucoviscidose, dilatation de bronche, qui prennent des petites doses d'azithromycine au long cours. Je ne peux pas vous dire, on n'a pas suffisamment de données dans la littérature pour dire qu'il y a un effet protecteur ou pas sur l'infection à Covid. Alors, vous avez vu que l'un des points de pénétration, enfin le récepteur sur lequel le virus se fixe par le biais de ces pics périphériques sur les cellules, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et donc, on s'est dit, attention, peut-être que les patients qui prennent des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou des inhibiteurs de l'angiotensine sont à plus fort risque de faire une infection à Covid+. Et en particulier, on a quand même beaucoup de patients BPCO qui ont des comorbidités cardiovasculaires et qui peuvent être sous ces traitements. Et il y a tout de même une grosse étude qui a été faite, vous voyez, qui a regardé parmi un très grand nombre de patients, c'est une étude récente publiée dans JAMA Cardiologie, là, il y a 2 jours, qui montre que il y avait beaucoup de, vous voyez, ici, j'ai des patients testés qui étaient positifs, vraiment un grand nombre de patients, ceux qui étaient testés pour Covid et ceux qui étaient positifs pour Covid. Il y en avait un certain nombre qui prenaient ces traitements. Et si vous regardez les résultats, eh bien, vous voyez que le risque de faire une pneumopathie à Covid, que vous soyez sous l'un de ces traitements, soit donc un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un inhibiteur de l'angiotensine, eh bien, ne majore pas le risque de faire une pneumopathie à Covid. Alors, on a l'impression que peut-être il y a peut-être parfois un risque augmenté de forme sévère nécessitant un séjour en réanimation. Mais je reviens sur la diapositive précédente. Vous voyez que les patients qui prennent ces médicaments, ces inhibiteurs de l'enzyme de conversion, eh ben, ils le prennent pour l'hypertension. Je vous avais dit que l'hypertension était un facteur de risque de faire une pneumopathie à Covid sévère, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Donc, ce sont quand même des malades avec des comorbidités importantes. Et c'est probablement ces comorbidités qui expliquent qu'ils font des formes sévères et non pas le médicament lui-même. Quelques mots concernant les recommandations. Je vous ai mis le lien, donc vous tapez SPLF, BPCO et Covid et vous aurez accès à ce petit document de la SPLF concernant les recommandations. Et il n'y a pas grand-chose de particulier par rapport à ces recommandations. Elle résume un peu les choses. Traitement de fond de la BPCO stable en période de Covid. Ne modifiez pas le traitement inhalé de fond, même s'il y a des corticoïdes inhalés. Aucune preuve d'une inefficacité ou d'un effet néfaste des corticoïdes inhalés. De la même manière, votre patient est sous oxygène, sous ventilation non invasive, sous pression positive continue. Pour ceux qui ont en plus un syndrome d'apnée, inutile de changer les modalités à domicile de ces techniques. Alors, beaucoup de papiers dans la littérature ont attiré l'attention sur les risques qu'ont certaines machines, l'oxygénothérapie, les ventilations non invasives, la nébulisation, de disperser des particules hautement contagieuses lorsque le patient est Covid+, et que bien sûr il arrive à l'hôpital. Donc, si vous avez besoin de renseignements concernant la ventilation non invasive, il faut aller rechercher sur le groupe de ventilation non invasive et d'oxygénothérapie de la SPLF, qui a formulé des recommandations pour l'utilisation de ce matériel, et le groupe également de l'aérosol thérapie qui a émis des notes d'information concernant l'utilisation de ce matériel chez les patients ayant une infection à Covid et qui nécessitent ces traitements pour prendre des précautions pour ne pas disperser par le biais d'aérosols les gouttelettes infectantes vers le personnel de soins ou vers d'autres patients. Alors, quand on a une infection à Covid chez un patient BPCO, si nécessaire, il faut faire ces aérosols de nébulisation, bien entendu, mais alors le personnel, il faut bien sûr que le patient soit dans une chambre seule. Il faut que le personnel porte cette fois-ci non pas un masque chirurgical, mais des masques à plus haute efficacité de type FFP2. Et les particules infectantes, on recommande de ne pas garder ce masque et que pendant les 3 heures qui suivent, il faut faire attention dans la pièce où a été ce patient.
passer le plus rapidement possible aux formes non nébulisées, inhalées, les poudres sèches par exemple. L'oxygénothérapie, c'est très important. Ces patients font des hypoxémies extrêmement sévères. Et là encore, si on a besoin d'avoir recours à de la ventilation ou des oxygénothérapies de haut débit, il faut le faire avec des mesures particulières pour éviter la dissémination de l'infection, en utilisant notamment des ventilateurs sans fuite. Sans fuite. Si vous utilisez des ventilateurs à fuite, les fuites vont disséminer l'infection. Si il y a une exacerbation de BPCO et qu'il faut utiliser une corticosystémique, il faut le faire en utilisant les doses habituelles. Si c'est une exacerbation et qu'il n'a pas d'infection à Covid, on la prend exactement en charge comme n'importe quelle exacerbation de BPCO, bien sûr en prenant toutes les précautions à l'intérieur de l'hôpital s'il y a d'autres patients Covid, par les mesures normales, habituelles pour éviter la transmission de ces infections. Voilà, je crois qu'avec ces différentes recommandations, il me semble que j'ai terminé avec ma présentation et j'espère que vous avez pu suivre mon exposé et que vous avez pu entendre correctement les choses, voir les diapositives et je suis bien sûr tout à fait prêt à répondre aux questions si vous en avez. Merci, professeur Kessler. Le point est très clair. J'espère qu'on va pouvoir finalement poser des questions sans avoir le grabuge qu'on avait tout à l'heure. Je tenais simplement à remercier les laboratoires Technimed parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Il y avait tel grabuge qu'on a essayé de commencer assez vite. De les remercier de nous avoir sponsorisé, de nous avoir permis ce webinaire. Alors, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées par les confrères. Et donc, il y a question de Mourad Sami. Apparemment, il était chez vous, Mourad Sami. Mourad Sami qui connaît Sandrine Mathieu et qui est passé par le service, qui demande est-ce que faut-il un bilan pré-greffe pulmonaire pour un jeune BPCO? Alors, je n'ai pas tout à fait compris. Il s'agit d'une question concernant greffe pulmonaire, BPCO et des jeunes BPCO. Est-ce que quand faut-il initier un bilan pré-greffe pour le jeune BPCO? Malheureusement, je ne comprends pas très bien. Répétez voir, j'essaie de m'écouter près de mon micro là. La question c'est quand faut-il initier un bilan pré-greffe pulmonaire pour un jeune BPCO? Ah, d'accord. Alors, un bilan en vue d'une greffe pulmonaire chez un patient BPCO, on l'initie, nous, quand on a une maladie très sévère. Maladie très sévère, ça veut dire que c'est un patient qui a une dyspnée grade 4 MMRC, c'est-à-dire quasiment une dyspnée pour les moindres efforts. Quand on a un retentissement sur la qualité de vie important, quand on a des chiffres fonctionnels dont le VMS se rapproche de 20% et qu'on voit en le suivant qu'il est sur une pente déclinante. Hein, l'année dernière, vous l'avez vu, il était à 25%. Hein, maintenant, vous le voyez, il est à 20% post-bronchodilatateur. S'il a d'autres facteurs, comme je l'ai dit chez cette patiente, une hypertension pulmonaire associée, ou par exemple, s'il a un déficit en alpha-antitrypsine, parce qu'on sait que les déficits en alpha-antitrypsine, le déclin du VMS est aussi plus rapide. Donc ça, c'est l'indication sur le plan de la maladie respiratoire. Alors bien sûr, nous, on va retenir l'indication sur ces critères-là. Si vous travaillez avec des centres qui font de la greffe, il faut les référer éventuellement un peu plus tôt pour qu'on ne voit pas le patient au dernier degré de l'insuffisance respiratoire. Les critères gazométriques sont aussi intéressants, en particulier à partir du moment où il est hypoxémique, il nécessite de l'oxygène et qu'il devient hypercapnique. Et donc, a priori, il faut référer les patients quand ils ont un VMS qui chute en dessous de 30% et d'autres critères de gravité, une dyspnée très sévère, une perte rapide de la fonction respiratoire. Alors évidemment, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu dans la prise de décision qui sont notamment les comorbidités. Les patients BPC ont malheureusement souvent des comorbidités et bien sûr l'idéal est d'avoir un patient très sévère sur le plan
de la BPCO et n'ayant par ailleurs aucune autre comorbidité, ce qui est quand même un patient idéal. On a quand même très souvent des comorbidités cardiovasculaires, dont le plus banal, une hypertension artérielle, ça c'est très courant, parfois un diabète modéré, voilà. Donc après, il faut voir, juger en fonction de la comorbidité, de l'âge du patient, de sa motivation pour être greffé. Voilà un petit peu les indications de greffe pulmonaire. D'accord. Le personnel soignant Covid positif, non symptomatique, est-il confiné ou travaille-t-il? Alors, ça dépend de beaucoup de choses différentes. Donc, s'il est positif, hein, alors, nous, on est confronté, vous l'avez vu au départ, à du personnel médical ou paramédical qui est positif. Le personnel médical se met en quarantaine et il doit attendre 15 jours et il retravaille au bout de 15 jours, entre bien sûr 15 jours après le début des symptômes. Il faut qu'il n'y ait plus de symptômes et une fois qu'il n'y a plus de symptômes, il peut se remettre à travailler, y compris en milieu médical, en prenant toutes les précautions nécessaires. Alors après, ça dépend, je pense, du type de travail. Il y a beaucoup, actuellement, chez nous en France, il y a beaucoup de personnes qui sont en télétravail. Donc là, ça ne pose pas de problème, c'est à domicile. Et puis ensuite, je pense que le confinement fait que nous, là, à partir de lundi prochain, on va être en déconfinement. L'objectif sera de dépister tous les patients qui font une infection à Covid. Toute personne qui sera dépistée avec une infection à Covid devra être isolée pendant 15 jours. Alors, elle pourra, ça se fera sur la base du volontariat, elle pourra, donc elle ne travaillera pas forcément, hein, parce que là, elle devra être isolée, et elle pourra, si elle le souhaite, s'isoler chez elle à domicile si les conditions le permettent. Hein, vous pouvez avoir, si c'est un tout petit appartement, vous vivez à 15 dedans, ça ne va pas être possible. Si ce n'est pas possible, le gouvernement, les instances administratives vont proposer à ce patient, si la maladie ne justifie pas une hospitalisation, un séjour dans un hôtel qui sera pris en charge par l'État pendant 15 jours. Donc pendant ces 15 jours, la personne ne travaille pas. Alors, une histoire de Covid changera-t-elle l'indication de greffe pulmonaire? C'est-à-dire, je pense, l'antécédent d'avoir fait un Covid change-t-il l'indication de la greffe pulmonaire? Alors, j'ai oublié de vous dire que, bien sûr, tant que cette patiente était positive à Covid, nous l'avons sortie, enfin, nous, on a une procédure particulière qui nous permet de mettre les patients en, je ne trouve plus le terme exact, enfin, on la sort transitoirement de la liste de greffe pulmonaire tant qu'elle est Covid. On ne greffe pas un patient qui a une infection à Covid parce qu'on ne sait pas la traiter. Si une greffe pulmonaire, on est obligé de mettre un fort traitement immunosuppresseur. Donc, si on le greffe au moment d'une infection à Covid, ça va mal finir. Donc, tant qu'il y a une infection à Covid et qu'elle n'est pas guérie, on ne peut pas le greffer. Une fois que l'infection à Covid est guérie, à ce moment-là, on estime qu'on peut greffer la personne. Il reste quand même des incertitudes, hein, parce qu'on ne sait pas très bien comment se réalise l'immunité vis-à-vis du Covid. Il y a maintenant des données qui sont publiées qui montrent qu'il y a une immunité à la fois humorale avec des anticorps, certains pouvant être neutralisants et donc effectifs pour lutter contre le virus. Il y a également une immunité cellulaire, lymphocytaire, qui est très efficace également sur le Covid. Donc on sait maintenant qu'il y a une immunité anti-Covid, mais on ne sait pas combien de temps elle va durer dans le temps. Enfin, on a encore un certain nombre de questions qui ne sont pas claires. Mais pour nous, un patient, tant qu'il est Covid+, ne peut pas être greffé, même s'il est sur liste. Et dès qu'on a maîtrisé l'infection à Covid est maîtrisée, à ce moment-là, on peut le remettre sur liste. On attend 2 frottis négatifs à au moins 24 heures d'intervalle et bien sûr pas de symptômes évocateurs de Covid. C'est pareil, nous ne pouvons pas non plus prélever un patient qui est Covid positif. On ne peut pas prendre un poumon pour une greffe chez un patient Covid positif. D'accord. Quel est votre avis sur l'efficacité de la chloroquine seule et chloroquine azithromycine? Mon avis sur chloroquine et azithromycine. Chloroquine seule et chloroquine et azithromycine. Est-ce qu'il y a une différence? Alors,
vous m'avez interrogé sur un sujet très délicat. Vous savez qu'il y a une grosse polémique en France sur ce point, parce que notre collègue de Marseille, professeur Raoult, là, qui travaille à l'Institut hospitalo-universitaire à Marseille, a publié des études, et malheureusement, ces études comportent un certain nombre d'éléments qui font qu'on ne peut pas répondre clairement à la question. Donc, nous, on a, bien sûr, disons que les recommandations des autorités chez nous étaient que on pouvait traiter un patient hospitalisé, donc avec une forme sévère, par l'association hydroxychloroquine. Nous utilisons plutôt l'hydroxychloroquine que la chloroquine, donc le plaquenil, associé ou non à l'azithromycine, chez les patients hospitalisés. Donc on l'a fait chez les patients hospitalisés. On n'a pas d'argument pour le moment, et je pense que les études randomisées avec un vrai groupe contrôle qui nous permet de savoir s'il y a un effet ne sont pas faites. Alors on a traité ces patients, on n'a pas eu de soucis particuliers. J'ai été frappé quand même parce que nous on a des patients quand même relativement sévères, relativement âgés, avec des comorbidités. Il y a quand même quelques patients chez qui nous n'avons pas pu prescrire ces médicaments parce qu'ils avaient des QTC supérieurs à la valeur autorisée, donc on n'a pas pu les mettre pour ces raisons-là. On n'a pas eu de gros soucis. Je ne sais pas non plus vous dire si l'association est plus intéressante, moins intéressante. On n'a pas d'argument, je trouve, sur le plan scientifique suffisamment formel pour qu'on puisse avancer sur ce plan. Si vous regardez par exemple les publications de notre collègue de Marseille, vous verrez que c'est surtout des patients très jeunes, enfin très jeunes, plutôt 40 ans, avec des formes peu sévères. On sait dans la littérature sur Covid que les formes sévères, hospitalisées, en unité de soins intensifs, c'est des patients plus âgés, avec des comorbidités, en particulier hypertension et diabète. Donc, je ne sais pas, donner ces médicaments à des gens qui ont des formes bénignes, on va dire, entre guillemets, qui risquent de ne pas faire de formes sévères, c'est difficile après d'en tirer des conséquences. Je pense qu'il faut vraiment attendre encore de voir un petit peu plus pour savoir si ces traitements ont un effet. Nous, on a été frappés, là je vous ai dit que les patients BPCO, on en avait finalement je veux dire, vous avez vu qu'on avait eu quelques patients BPCO, 7% chez nous au service. Alors, on est quand même un service de pneumologie. Nous, en hiver, quand il y a la grippe, on a beaucoup de patients BPCO qui viennent pour exacerbation. Là, on a quand même l'impression on s'attendait à avoir plus de patients avec des maladies respiratoires chroniques, faire des décompensations au cours de ces infections à Covid. Donc, c'est une impression, je ne peux pas vous dire que c'est de la science. Et on a eu cette même impression, et ça a été publié d'ailleurs en collaboration avec des collègues européens chez les patients atteints de mucoviscidose. En Afrique du Nord, je crois que vous n'avez pas tellement de mucoviscidose, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, chez nous, par exemple, nous, on a une cohorte de 150 patients adultes mucoviscidose, 150 patients enfants mucoviscidose. On a eu très, très peu de patients qui ont fait une infection à Covid. On a une grosse cohorte de patients hypertension pulmonaire, ils ont fait très peu de Covid. On a des patients avec des fibroses pulmonaires, on a eu très peu de Covid. Donc alors, le problème de l'interprétation, c'est juste une impression d'abord, donc je ne peux pas vous dire si c'est réel ou pas. Cette impression a été partagée par d'autres, ça a été écrit et publié, donc je pense que l'impression est assez générale, mais on ne peut pas en tirer de grandes conclusions sur la raison. Et la raison que nous, maintenant, à interroger les patients qu'on voit maintenant un peu après l'épisode de Covid, c'est que les patients insuffisants respiratoires chroniques ou des patients avec des maladies respiratoires chroniques connaissent bien et ont une bonne éducation par rapport aux maladies respiratoires en général. Ils savent que c'est une grippe. Ils savent que quand il y a de la grippe ou des infections respiratoires, il faut qu'ils fassent gaffe, qu'ils fassent plus attention que les autres. Et quand on discute avec les gens, on voit qu'ils ont vraiment respecté à fond les directives de nos instances supérieures concernant notamment la distanciation sociale, l'isolement à domicile, le fait de ne pas faire eux-mêmes les courses, de mettre des masques, etc. Donc, on pense que c'est surtout la connaissance qu'ont nos patients, l'éducation qui leur a été donnée jusqu'à présent et leur connaissance de l'infection, des infections respiratoires et de leurs maladies et des risques qu'ils encourent
et du bon confinement de ces patients qui a évité qu'ils ne soient peut-être plus malades que à quoi on aurait pu s'attendre. Donc, on continue de leur recommander d'être très vigilants par rapport à ça. D'accord. Alors, pour le BPCO au stade d'insuffisance respiratoire, vous préconisez l'azithromycine au long cours pour son effet immunomodulateur. Si c'est le cas, vous préconisez quelle dose? Alors, on utilise pas mal l'azithromycine en pneumologie, mais alors je vais surtout parler de la BPCO. Donc, il y a eu des essais qui ont été publiés qui montrent que l'azithromycine a un effet de prévention, en particulier de la fréquence, ça réduit la fréquence des exacerbations chez certains patients. Donc, en principe, on ne l'utilise pas forcément en première intention, on utilise des traitements inhalés bêta-2 mimétiques ou anticholinergiques de très longue durée d'action en première intention. S'ils continuent de faire des exacerbations, on associe très souvent un corticoïde inhalé, donc ils ont des traitements inhalés, la triple association inhalée, mais certains patients font quand même plus fréquemment des exacerbations infectieuses réelles avec majoration de l'expectoration qui devient purulente. Ils ont très souvent des antibiotiques. Alors chez ces patients-là, on les met sous traitement par azithromycine au long cours et on met des doses d'azithromycine. En principe, on fait 250 mg 3 fois par semaine, par exemple lundi, mercredi, vendredi. Donc une petite dose au long cours et effectivement, par rapport à ce qui a été vu aussi dans l'expérimentation en laboratoire, c'est que là, à cette dose-là, l'effet antibiotique est, à mon avis, très peu important et c'est plutôt un effet anti-inflammatoire qu'on vise. Le traitement anticoagulant en cas de BPCO et COVID, c'est une dose prophylactique. Est-ce que c'est une dose prophylactique? Le traitement anticoagulant. Alors, vous avez vu que, sans doute dans la littérature, que le problème de cette infection à Covid, c'est que ça donne une réaction inflammatoire majeure. Cette réaction inflammatoire majeure qui arrive vers à peu près une semaine après le début de l'infection à Covid. Cette inflammation génère effectivement des effets thromboemboliques un risque très on a essayé, alors je ne sais pas couper le sang. Vous pouvez couper le sang. Essentiellement sur les taux de D-dimère chez nous et en règle générale sur les marqueurs de thrombocytose. Donc des taux de D-dimère très élevés, je ne me souviens plus du chiffre exact, je pense que c'est 2000 ou 3000 d'unités D-dimère. Quand les taux sont très élevés, on met systématiquement, préventivement, une anticoagulation curative. Quand ces taux sont inférieurs à 2000, on met une anticoagulation préventive. Bien sûr, s'il y a un épisode thromboembolique quelconque, on passe de toute façon à une anticoagulation curative. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, l'un des premiers patients qui a attiré l'attention en France était un professeur qui a enseigné et qui a été hospitalisé à Paris et il est décédé d'embolie pulmonaire bilatérale. Donc c'était un peu surprenant et on a vu par la suite effectivement qu'il y a un certain nombre de et c'est pour ça qu'ont été mis au point des protocoles qui étaient basés sur la sévérité des troubles favorisant la thrombose. Et en particulier, nous, c'est basé sur le dosage des D-dimères. D'accord. Une question qui revient. L'azithromycine en cours 3 fois par semaine protège-t-elle contre les formes graves du Covid? Ça, c'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de corps de patients qui, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, on n'a peut-être pas tellement chez les patients BPCO, on a quelques patients BPCO qui ont de l'azithromycine au long cours. On a des patients dans la mucoviscidose, on utilise assez fréquemment l'azithromycine au long cours. Chez les patients greffés, on a constaté, nous, la même chose, c'est-à-dire on a eu très peu d'infections Covid chez nos patients greffés pulmonaires qui pourtant prennent un traitement immunosuppresseur. Et les patients greffés pulmonaires, pour certaines raisons, sont également sous azithromycine au long cours pour beaucoup d'entre eux. Donc peut-être que ça a un effet protecteur. Malheureusement, on n'a pas du tout la réponse à cette question, mais peut-être qu'on l'aura dans un certain temps. Protège-t-elle de l'infection à Covid? Protège-t-elle des infections sévères? Nous, on a toutes les cohortes qu'on a examinées. On va, dès que les sérologies qui nous permettront de savoir si effectivement ces patients ont développé des anticorps de type IgG, IgM ou autres, quand les sérologies auront été validées, ces cohortes, on va les soumettre à des prises de sang pour avoir leur sérologie et voir effectivement s'ils ont fait, par exemple, des infections peu sévères pendant cette période d'épidémie ou pas. Donc on va peut-être apprendre cela dans un certain temps, mais pour le moment, je pense qu'on ne peut pas vraiment répondre à la question. Moi, je peux vous retourner la question. Vous êtes sur le continent africain. On dit que le continent africain résiste beaucoup mieux à l'infection à Covid. Alors, l'Afrique du Nord, c'est une chose, mais l'Afrique noire, par exemple, je pense que la chloroquine a une utilisation assez large en Afrique noire. Alors, est-ce que c'est la chloroquine qui protège aussi un peu l'Afrique du coronavirus? Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont émises actuellement. J'espère surtout que de toutes ces hypothèses, on arrivera à tirer des traitements parce que c'est surtout ce dont on a besoin pour le moment. L'indication des corticoïdes dans la BPCO Covid positive. L'indication des corticoïdes dans la BPCO Covid, c'est-à-dire une infection Covid de BPCO. Et le patient BPCO a une infection à Covid et vous voulez savoir si on peut Covid. Oui. Eh bien, là, vous avez vu que la patiente, alors bien sûr, on est toujours. Il y a deux réponses. Vous avez une exacerbation de BPCO, vous pensez qu'il faut mettre une corticothérapie orale comme celle qu'on met habituellement dans la BPCO. Je pense que oui, c'est ce qu'on a fait chez notre patiente. On a mis 40 mg de prednisone, mais vous avez vu qu'elle avait une infection à Covid qui s'était juste manifestée par de la température, par une accentuation de la dyspnée et des besoins en oxygène, mais elle n'avait pas une forme pneumologique sur le plan du scanner très importante. Donc on l'a traité comme une exacerbation de BPCO, comme en plus on n'avait pas d'autres moyens et qu'on ne pouvait pas la mettre en unité de soins intensifs, on a mis les doses habituelles de 40 mg par jour de prednisone pendant quelques jours et ça a effectivement eu un effet bénéfique et on n'a pas l'impression que ça ait aggravé l'infection à Covid. Le deuxième point, c'est est-ce que les corticoïdes ont un effet sur l'infection à Covid? Il y a beaucoup d'essais thérapeutiques en cours, il y en a eu en Chine, mais ça n'a pas été publié. Et on a quelques données sur des fortes doses. Alors, je ne parle pas de petites doses, mais des doses plus importantes, 2, 3, 4, 5 mg par kilo, en ce qu'on appelle une corticothérapie en bolus, pour savoir si on pouvait effectivement avoir un effet sur le Covid. Les données sont pour le moment un petit peu contradictoires et je pense qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour pouvoir proposer ces traitements de façon systématique en dehors d'un essai thérapeutique. Les traitements anti-inflammatoires comme une corticothérapie à forte dose sont bien sûr testés actuellement dans les formes sévères parce que les formes sévères, parfois dans les formes sévères on ne trouve plus le virus, le coronavirus. Par contre, on a une maladie très sévère, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, des conditions ventilatoires affreusement difficiles, des patients en réanimation. Nous, on a eu mes collègues chirurgiens thoraciques ont posé je ne sais combien d'ECMO pour des patients très sévères. Et ils se posent évidemment la question de traitement anti-inflammatoire parce que parfois le Covid, le coronavirus n'est plus présent et qu'on n'a plus que la partie inflammatoire de la maladie.
Donc les corticoïdes à très forte dose sont certainement une idée à tester. Et nous, on a aussi participé à un essai avec certains de nos patients du tocilizumab, vous savez, qui est un anti-IL-6 utilisé par nos collègues rhumatologues dans la polyarthrite rhumatoïde. Tous ces essais sont en cours et on n'a pas les résultats définitifs. Je pense qu'il faut vraiment attendre qu'on puisse voir si ça a effectivement un bénéfice ou pas. Pardon. Précaution de nébulisation et EFR pour le BPCO en période de pandémie. Je n'ai pas compris. Quelles précautions prendre pour les nébulisations et la réalisation des EFR pour les BPCO en cette période? Alors, il faut certainement être plus attentif que d'habitude. Donc, les nébulisations, si on n'en a pas besoin, il faut plutôt les remplacer par des sprays, des poudres sèches, autant qu'on peut. Si c'est un patient Covid, si c'est un patient qui n'a pas d'infection à Covid, vous pouvez faire comme d'habitude. Si ce n'est pas un patient qui a une infection à Covid, la nébulisation expose à une vaporisation de microparticules infectantes et donc expose le personnel à un risque non négligeable. Alors ce risque, je ne sais pas non plus, dans la littérature, on a à mon avis beaucoup parlé de ce risque, il est certainement réel. Donc si on en a à tout prix besoin, il faut prendre toutes les précautions, donc notamment le port d'un masque FFP2. Il est aussi recommandé d'aérer les chambres le plus possible pour que les particules qui se sont formées puissent se déposer le plus rapidement possible. Et c'est les seules choses qu'on puisse faire. Donc, utilisation très raisonnée lorsque c'est indispensable. Et dès qu'on peut passer à une autre forme qu'une nébulisation, il faut passer à une autre forme de nébulisation. Et donc, c'est le port du masque. Les EFR, alors les EFR, il y a des recommandations de la SPLF, je ne les connais pas en détail. Mais bien sûr, là encore, il faut être extrêmement précautionneux. Le matériel doit être désinfecté comme on le fait habituellement. Mais par contre, alors normalement, on ne fait pas non plus des EFR à des patients Covid, bien sûr. Mais ceci dit, quand vous faites des EFR à beaucoup de patients dans la journée, vous ne pouvez pas toujours, tous les patients n'ont pas été testés dans l'heure avant que vous fassiez les EFR. Donc, il faut considérer qu'en période d'épidémie à Covid, tout patient est suspect de transmettre l'infection à Covid. D'autant plus que vous avez vu aussi qu'il y avait beaucoup de formes asymptomatiques. Donc, c'est compliqué et il faut prendre les mesures systématiquement comme si tous les patients étaient Covid. Et donc, c'est la désinfection systématique du matériel entre chaque patient. Donc, par exemple, la cabine pédismographique doit être nettoyée aussi. Les filtres doivent bien sûr être changés. Et en plus, si vous avez des pièces ventilées, là, ça dépend aussi, il y a des normes de ventilation que je ne connais pas suffisamment pour en parler, mais si c'est dans un hôpital, par exemple, c'est l'Institut d'hygiène qui va vous dire votre pièce est suffisamment ventilée ou pas. Si la ventilation n'est pas suffisante, il faut aérer, et si vous ne pouvez pas faire ça, il faut conserver un temps entre chaque EFR. Alors, notre institut, les recommandations, elles changent souvent. En période de Covid, je peux vous dire, tous les jours, ça change un peu en fonction de l'évolution de la science, de l'influence des uns et des autres. Donc, notre institut d'hygiène, par exemple, a dit que dans notre service, enfin dans notre service d'exploration fonctionnelle respiratoire, vu les conditions locales, nous devions attendre 20 minutes entre chaque EFR. Donc, vous voyez que ça, maintenant qu'on est en train de reprendre notre activité normale, ça nous pose quand même un petit problème parce que ça ralentit considérablement quand même la réalisation des EFR. Et apparemment, la SPLF, mais je n'ai pas regardé en détail, préconise 10 minutes. Donc déjà, on s'est dit, ouf, peut-être qu'on va pouvoir faire 10 minutes. Faut s'adapter. Ça, c'est une des expériences les plus importantes que j'ai vues chez nous, hein, c'est l'adaptation. Hein. Moi, j'ai vu en l'espace de quelques jours le service de pneumologie, hein, dont vous avez dit tout à l'heure qu'on avait plus de 80 lits, qui, en l'espace de 2 ou 3 jours, a dû se transformer pour prendre 2/3 de patients Covid. Et ça s'est fait en 2 ou 3 jours. J'ai en plus un secteur de soins continus où il a fallu prendre des patients plus sévères. On avait des respirateurs, on avait des problèmes justement parce qu'on a beaucoup de respirateurs à fuite. Il ne fallait pas utiliser de respirateurs à fuite, il ne fallait plus faire de nébulisation. Il fallait trouver des endroits où mettre des patients intubés ventilés.
Et j'ai trouvé absolument remarquable, ça ne se dit pas, parce qu'en France, vous avez vu, on râle beaucoup. Donc, on continue de râler beaucoup, on râle parce que ceci ne marche pas. Moi, je ne suis pas tellement râleur parce que j'habite un peu proche des Allemands, donc je suis un peu d'une culture un peu intermédiaire. Et donc, j'ai trouvé que les capacités d'adaptation de nos hôpitaux étaient quand même très remarquables. Parce que, alors tout le monde dit oui, il fallait prévoir des tonnes de masques, il fallait prévoir des respirateurs, il fallait prévoir ci, il fallait prévoir ça. Mais qui l'a prévu? Personne ne l'a prévu. Donc, je pense que ce qui est plus important que d'avoir des stocks de tout, c'est surtout d'avoir des grosses capacités d'adaptation. C'est certainement ça qui est, à mon sens, plus important. Nos collègues anesthésistes qui font de l'anesthésie pour la chirurgie se sont transformés en réanimateurs, s'occupant de patients avec des respirateurs. Les infirmières qui travaillaient en psychiatrie sont venues en pneumologie. On a eu du renfort d'infirmières qui, du coup, se sont trouvées sans travail parce que leur service ne tournait plus, dans la mesure où toute l'activité non urgente a été suspendue. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est les capacités d'adaptation d'un système, pas tellement la masse. Bon, bien sûr, il y a aussi le nombre. Hein, si vous n'avez pas de chambre d'hôpital, vous ne pouvez pas soigner des malades. Donc, il y a certainement à trouver un bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire avoir suffisamment de moyens et avoir suffisamment de possibilités d'adaptation du personnel, du matériel à ces nouvelles formes. La prochaine épidémie, ça ne sera pas un Covid, ça sera autre chose. Je ne sais pas, mais peut-être que je pense que on ne peut pas tout prévoir, malheureusement. Alors, question, est-ce qu'il faut systématiquement, devant une exacerbation, faire un prélèvement à la recherche de Covid? Écoutez, oui, je pense. Enfin, ça dépend. Moi, je le vois surtout en tant que médecin devant hospitaliser le patient. À partir du moment où j'hospitalise un patient avec une exacerbation, l'exacerbation peut être due à un Covid. Je ne peux pas mettre un patient dans une chambre à l'hôpital, ça va peut-être être une chambre à deux, les infirmières sont à proximité. Je pense que s'il y a une exacerbation en période de grippe, on va regarder si c'est une grippe. En période de Covid, on regarde si c'est un Covid. Donc je pense qu'une exacerbation de BPCO en période épidémique de Covid, il faut regarder s'il y a un Covid ou pas. Alors, la question pourrait se poser si c'est une exacerbation qu'on peut traiter à domicile. La question est peut-être un petit peu différente. Mais à domicile, il ne va pas être tout seul, il va peut-être contaminer sa famille, ça va être le point de départ d'un nouveau foyer. Donc, une exacerbation de BPCO, en plus, encore une fois, peut-être que les BPCO font un peu moins d'infections à Covid, mais ils font des formes sévères. Donc, je pense qu'il est important de tester, et c'était une des recommandations qui avait été proposée par le groupe américain, de tester les patients BPCO quand ils font une exacerbation de Covid. Votre avis devant une forme grave, est-ce qu'il faut absolument mettre une corticothérapie et épargner de bois moléculaire à quelle dose? À dose curative, pour les formes graves? Non. Comme je l'ai dit avant, je pense que ça dépend un petit peu. Ça dépend un petit peu des conditions, disons, de risque thrombotique. Et encore une fois, je vous l'ai dit, on s'est plutôt basé sur la biologie, sur le dosage des D-dimères. J'ai vu aussi décrit dans la littérature, et on a eu un patient également qui a développé des anticoagulants circulants, peut-être en rapport avec le Covid, je ne sais pas. Donc, je pense qu'il faut tenir compte des conditions. Si vraiment on a, je pense qu'après, il y a quand même un risque hémorragique à mettre ces patients systématiquement, si c'est une forme grave, sous traitement anticoagulant curatif. Donc, il faut de toute façon les mettre sous traitement anticoagulant préventif, et je ne mettrai le traitement curatif, c'est une opinion, que si on a des arguments, par exemple des D-dimères très élevés, par exemple un anticoagulant circulant, ou a fortiori, s'il y a eu des antécédents thromboemboliques qui font craindre de façon plus importante un risque de ce point de vue-là. Mais pas systématique. Comment expliquer le fait que les tabagiques font moins de Covid-19? Je n'ai pas compris le début. Comment expliquer que les tabagiques font moins de Covid-19? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment l'expliquer. Les hypothèses, comme je vous l'ai montré, c'est que
Peut-être que certains composants de la fumée de tabac pourraient avoir un effet sur ce plan-là. Peut-être aussi que c'est quand même moins, ça apparaît moins dans les études. Il y a des études qui montrent qu'il y a peut-être moins de fumeurs dans ceux qui font une infection à Covid, d'autres ne semblent pas le montrer. Donc peut-être qu'on n'est pas tout à fait clair quand même sur ce sujet-là. Et surtout, je pense que il faut en cette période, il ne faudrait surtout pas inciter les fumeurs à se dire j'ai une bonne raison de fumer pour éviter le Covid. Donc, tant qu'on n'a pas de certitude sur ce plan-là, je préfère être très, très, très circonspect. Et si vous allez sur Internet, vous tapez professeur Dotzenberg, hein, qui est notre grand spécialiste du tabagisme en France, qui connaît un peu ce sujet, et alors il explique effectivement que peut-être la nicotine aurait un effet ou pas, je ne sais pas. Mais la fumée de tabac, c'est pas que de la nicotine, et la fumée de tabac, elle tue en France, elle tue en France au moins autant de patients que n'a fait le Covid jusqu'à présent. Donc surtout, il faut inciter les gens à arrêter de fumer. Dans un des papiers d'ailleurs signés par les collègues français et publié, je pense, dans la revue des maladies respiratoires, il parle de ces différents points. Il montre bien que sur le tabac, on n'est pas tout à fait au clair s'il y a moins de patients qui font une infection à Covid ou pas. Donc ça, c'est un premier point. Et puis alors après, le problème en France, c'est le confinement. Je ne sais pas comment vous avez été confinés chez vous au Maroc, mais nous, on a été très fortement confinés, et le confinement peut avoir un effet sur le tabagisme, mais on ne sait pas non plus lequel. Alors bien sûr, si en plus on fait circuler des informations concernant un potentiel effet sur le risque ou pas d'infection à Covid, ça va encore modifier les choses. Les idées des tabacologues sur le confinement et le tabac, c'est que certains patients, comme ils sont confinés à la maison, se retrouvent sans activité, ne sachant pas quoi faire, vont peut-être fumer un peu plus, d'autant plus que nous, quand on regarde les actualités le soir, on nous défile tous les patients Covid, le nombre de morts. Je ne sais pas si vous avez vu que maintenant, on nous dit vous êtes en rouge, vous êtes en vert. Alors on a tous peur d'être en rouge, on voudrait tous être en vert. Enfin, la population française actuellement, quand vous regardez un peu de près, est quand même relativement stressée. Et donc, ça va inciter peut-être un certain nombre de patients à fumer un peu plus. Peut-être que d'autres se disent, oulala, mais peut-être que ça serait quand même bien que je profite de cette période pour arrêter de fumer. Donc là encore, on ne sait pas quel va être l'effet du confinement sur le tabagisme en France. Ce qui est sûr, c'est que l'un des résultats qu'on a vu hier, c'est peut-être pas complètement sans effet non plus sur la sphère respiratoire, c'est que en moyenne, les Français, du fait de ces 2 mois de confinement, ont pris 2,5 kilos en moyenne. C'est donc une prise de poids relativement conséquente, vous voyez. Alors, je ne sais pas si cette prise de poids correspond à un arrêt du tabac ou pas. Ça serait peut-être pas mal, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, le confinement lui-même peut avoir des effets sur le tabagisme, mais il faut se méfier. Nous, en tant que pneumologue, je pense que c'est intéressant, c'est important de ne pas véhiculer des messages qui ne sont pas clairement élucidés sur un effet potentiel du tabac, de la fumée du tabac, de la nicotine ou quoi, un éventuel bénéfice. Il n'est pas démontré à ce jour, donc je crois qu'il ne faut surtout pas répandre ce genre de choses dans la population, parce que c'est quand même aussi notre rôle de juger le pour et le contre. Exact. Est-ce que le suivi des patients BPCO qui ont contracté une exacerbation à Covid est-il différent du patient qui n'a pas contracté de... Très bonne question. Je dirais que ça ne concerne finalement pas que les patients avec un COVID, avec une BPCO, ça concerne finalement beaucoup de patients Covid qui ont fait une infection sévère. Nous avons l'intention de suivre les patients qui ont fait des formes graves de Covid avec une pneumonie, qui ont eu des hypoxémies parfois importantes, qui sont passés en réanimation, qui ont eu besoin de ventilation, voire d'ECMO. Je crois qu'on ne sait pas très bien quelle va être l'importance des séquelles de ces pneumopathies sévères chez les patients Covid, avec ou sans BPCO. Donc on va de toute façon suivre ces patients, et on a l'intention de les revoir au moins à 3 et à 6 mois avec une exploration détaillée
sur le plan fonctionnel respiratoire et probablement aussi sur le plan de l'imagerie pour avoir une idée de l'importance des séquelles que ces patients vont développer. Je pense que c'est la deuxième partie maintenant. Après, enfin, en espérant que l'épidémie se calme et qu'on puisse travailler de nouveau dans des conditions un peu plus habituelles. Mais je pense que la phase suivante, ça va être effectivement de suivre ces patients. Alors bien sûr, les patients ayant présenté des formes sévères en particulier, BPCE ou pas, et BPCE en particulier, et de les suivre sur le moyen terme et sur le long terme pour voir s'il n'y a pas des pathologies qui peuvent se développer. BPCO et obésité exposent-ils à plus au Covid-19 grave? Oui, alors BPCO, je vous l'ai montré. Hein, BPCO, quand vous avez peut-être moins de risque de faire une infection à Covid. Pourquoi? Peut-être parce que vous isolez mieux que les autres, mais quand vous faites une infection à Covid et que vous êtes BPCO, c'est comme avec toutes les infections pulmonaires en général. Si vous avez une BPCO avec une fonction respiratoire forcément altérée, si vous faites une grosse infection, ça va être plus sévère que chez quelqu'un qui a un poumon normal. Donc ça, c'est pas tellement étonnant. Donc si vous avez une BPCO et si vous faites un Covid, ça va être plus sévère. Si vous avez une BPCO et une obésité, ça va probablement être plus sévère. Sur l'obésité, je n'ai pas trop regardé la littérature. Je pense qu'elle va être un petit peu différente. Ça ne sort pas des publications chinoises que l'obésité est un facteur de risque, en tout cas pas de ce que j'ai vu. Mais je pense que la prévalence de l'obésité en Chine est certainement très inférieure à ce qu'elle est aux États-Unis, par exemple. Et chez nous, en France, elle n'est pas très élevée, mais elle est certainement plus élevée qu'en Chine. Et apparemment, les centres parisiens, alors là encore, c'est peut-être pas c'est pas publié, mais c'est peut-être du vécu. Vous savez qu'une des techniques, quand on a des pneumopathies très sévères, qu'on n'arrive pas à oxygéner sous ventilation artificielle, une des techniques que moi j'avais déjà appris quand j'étais interne, c'était de passer les patients sur le ventre, de les mettre en décubitus ventral, de ne pas les laisser sur le dos. Donc les réanimateurs mettent les malades sur le ventre. Et l'une des difficultés qu'ils ont éprouvées, c'était que il fallait mettre des patients sur le ventre. Alors, quand c'est un patient qui a un point normal, ça va, mais comme il y avait beaucoup d'obèses, ils ont eu beaucoup de difficultés, ils ont dû recruter des internes, du personnel, pour pouvoir faire régulièrement, parce qu'on les change, je crois, toutes les 6 heures, de position ventrale, dorsale. Et l'un des problèmes, c'était qu'il y avait beaucoup de patients obèses et que, évidemment, déjà avec les sondes d'intubation, les cathéters et tout ça, c'est compliqué. Mais si en plus il y a l'obésité, c'est encore plus compliqué. Donc ils nous ont fait part de cette expérience, service de réa, qu'ils avaient quand même pas mal de patients obèses. Donc peut-être que l'obésité aussi est un facteur qui expose à une forme plus sévère de Covid. Une question encore sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, faite au stade tardif chez les patients graves en réanimation, alors que le traitement semble efficace dans les périodes de virémie précoce. C'est pareil, je pense que... La même réponse. Je pense qu'on ne peut pas répondre clairement à la question de l'utilité de ces traitements actuellement parce qu'on n'a pas d'études correctement menées avec un groupe contrôle qui nous permette vraiment de prendre une position claire par rapport à ce sujet. Alors, on dit que dans les formes peu sévères, ça marche, mais les formes peu sévères, peut-être qu'elles guérissent toutes seules. Donc, ça, c'est ça le problème. Ouais. Combien dans les formes peu sévères, chez des sujets jeunes, par exemple, n'ayant aucune comorbidité, la probabilité de faire une infection sévère à Covid, elle est très faible. Donc, combien de patients faut-il soigner par ces traitements pour pouvoir voir un bénéfice? Alors, c'est vrai que les collègues de Marseille disent oui, mais c'est des traitements qui finalement sont très bien tolérés, qu'on peut très largement utiliser, c'est sûr, mais on n'a pas je veux dire, entre prescrire un traitement et avoir la preuve scientifique, il y a peut-être un petit pas qui me semble pour le moment difficile à faire. Dans les formes graves, il est clair que dans les formes en réanimation, on a utilisé pas seulement l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, mais on a utilisé
d'autres antiviraux que des laboratoires ont mis au point pour des infections virales, qui ont été utilisés notamment, qui ont été déjà testés dans d'autres infections virales comme les infections à MERS ou les d'autres infections à coronavirus du passé, notamment le remdesivir, donc vous savez que l'étude, enfin, alors je ne sais pas, le remdesivir ne semble pas montrer une action très importante, apparemment quand même, ça dépend des études, mais c'est pas très clair, ça ne semble pas montrer non plus une efficacité extraordinaire. Et l'association ritonavir-lopinavir, elle non plus, elle est négative, elle a été publiée avec des résultats négatifs. Donc les traitements antiviraux dont on pense qu'ils marchent sur le virus n'ont pas l'air d'être efficaces dans les formes sévères. Et ça semble effectivement conforter le fait que les formes sévères sont plutôt dues à ce qu'on appelle dans ces littératures l'orage cytokinique, c'est-à-dire une énorme inflammation pulmonaire qui a été préparée par le virus et qui entraîne une énorme inflammation pulmonaire de laquelle l'organisme n'arrive pas à se dépêtrer. Donc, les antiviraux ne semblent effectivement pas efficaces dans les formes sévères où le virus ne semble plus jouer un rôle important. Alors, est-ce que... oui? Dernière question, c'est promis. Est-ce que les lésions envers des polypes sont-elles réversibles? Et deuxièmement, que pensez-vous des corates 4 et 5? Est-ce qu'ils sont réversibles ou pas? Alors, je pense que les lésions envers des polypes sont réversibles parce que j'ai vu des clichés de personnes qui ont guéri de leur infection à Covid et qui, effectivement, semblent avoir un cliché à peu près normal. Ceux qui ont eu des infections sévères avec des formes très condensées, très alvéolaires, parfois rétractiles, j'avoue qu'on a laissé rentrer des patients où la guérison n'était pas, enfin la guérison, en tout cas l'imagerie radiologique ne s'était pas complètement normalisée. Ils étaient guéris au sens clinique, n'avaient plus de virus, ils allaient bien, avec peut-être encore des petits désordres un petit peu discrets, mais avec une imagerie thoracique qui n'est pas normale. D'où l'intérêt, effectivement, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce qu'on a déjà dit précédemment sur la surveillance de ces patients à long terme. Je ne sais pas quelle va être la nature des séquelles et si toutes ces séquelles qu'on voit vont disparaître avec le temps. Je pense que c'est un peu trop tôt pour répondre à cette question. Je pense que les formes mineures avec un peu de verre dépoli, ça me paraît raisonnable de penser qu'elles peuvent guérir. Et j'en ai vu qu'il y avait des clichés du thorax après qui étaient pratiquement normaux. Mais les formes plus sévères, notamment ceux qui sont passés en unité de soins intensifs, je pense que c'est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer sur est-ce que la guérison peut être obtenue ou pas. Est-ce qu'il y a un rôle protecteur des IgG post-infection? Pardon? Est-ce qu'il y a un rôle protecteur des IgG post-infection COVID? Je pense qu'il y a un rôle protecteur des immunoglobulines. Alors, je pense qu'il y a peut-être différents types d'immunoglobulines. Moi, je ne suis pas immunologiste, donc je ne peux pas répondre complètement à la question. Mais clairement, on a pensé qu'il pouvait y avoir des rechutes d'infection à Covid chez certains patients. Même nous, on s'est posé des questions parce qu'on a des patients qu'on a pris en sortie de réanimation, qui allaient bien et qui, pendant 8 jours, étaient en train de récupérer, qui ont refait de la température. On s'est dit, mince, ça y est, on voilà qui refait une infection à Covid. Ben, c'était chaque fois autre chose. C'était chaque fois une infection différente. On en a un qui a fait une prostatite parce que pendant qu'il était en réa, il avait une sonde urinaire, il a fait une prostatite. On en a une qui a fait un abcès du poumon. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait de rechute de l'infection à Covid. Donc s'il n'y a pas de rechute, c'est que probablement l'organisme a élaboré une immunité efficace. Alors est-ce que cette immunité efficace repose plus sur le versant humoral avec des anticorps? C'est possible. Est-ce qu'elle repose plus sur l'immunité cellulaire? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Je crois que c'est un peu trop tôt également pour le dire. Il y a des essais en cours actuellement sur dans les formes sévères de traitement par immunoglobuline.
par plasma, donc par immunoglobuline venant de patients ayant fait une infection à Covid, qui ont donc des anticorps et qu'on va transférer à d'autres patients. Ça, c'est des essais qui sont en cours dont on n'a pas les résultats. Si vous allez là encore voir la littérature, il y a des gens qui montrent qu'il y a des anticorps neutralisants. Tous les anticorps ne semblent pas neutralisants. Neutralisants, ça veut dire qu'ils sont capables de neutraliser le virus. Peut-être que tous ne le sont pas, peut-être pas chez tous les patients, je ne sais pas. Et l'autre point, c'est que si vous regardez la publication récente de l'équipe de Marseille, si vous allez sur le site de l'Institut de Marseille, d'infectiologie de Marseille, ils ont des préprints, donc des publications qui n'ont pas encore été acceptées dans une revue. Sur le rôle de l'immunité, il semble dire que l'immunité humorale, c'est peut-être pas si efficace que ça, mais je ne sais pas trop sur quoi ça repose. Je pense qu'il faut encore un petit peu de délai. Comme ça, intuitivement, je trouve quand même qu'on voit quand même beaucoup de patients. Vous avez vu, j'ai annoncé au départ beaucoup de patients guéris, surtout des patients avec des formes bénignes. Ceux qui font des formes graves, ils mettent du temps à guérir, évidemment. Mais moi, j'ai fait sortir des patients qui étaient guéris de leur infection à Covid. Je pense que si l'organisme n'avait pas élaboré des défenses suffisantes, ils n'auraient pas pu guérir de leur infection à Covid. Alors maintenant, c'est vrai, je ne sais pas trop vous dire, est-ce que c'est plutôt l'immunité humorale, l'immunité cellulaire, quel type de lymphocytes, quel type d'immunoglobuline, neutralisante, pas neutralisante, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas suffisamment compétent dans ce domaine, mais je pense raisonnablement qu'une immunité se constitue. Merci Romain Kessler, vous avez été brave, gentil et vraiment très complet et généreux. Je vous remercie. Je me permets de remercier aussi et revenir remercier le laboratoire Technimed de nous avoir permis ce webinaire. Remercier l'assistance. Remercier aussi Isa Concept. Ils ont intérêt à régler les montages audio pour la prochaine séance. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous n'aurez pas de problème, trop de problèmes avec cette infection à Covid. En tout cas, si vous avez besoin de nous, on est à votre disposition. Et puis, j'espère qu'on pourra se retrouver sur un congrès. L'ensemble des participants, n'hésitez pas à venir me voir tant qu'on peut. Je pense que entre médecins, on devrait pouvoir s'entendre. Vous avez vu que les politiques, là, c'est quand même un peu plus compliqué. Je pense qu'entre médecins, on devrait pouvoir s'entendre sur beaucoup de choses. Parce que notre mission, de façon générale, ça consiste quand même à soigner ces patients. Et c'est vrai qu'on a été particulièrement stressé, je peux vous le dire, avec ces infections qui ont posé beaucoup de problèmes. Et on a tous besoin d'être soutenus les uns les autres et de la compassion des uns et des autres. Et peut-être que certains pays ont plus de chances que d'autres, d'autres pays ont plus de moyens que d'autres. Mais enfin, nous, on est médecins, donc on est au milieu et on doit faire avec. Bonne chance à tous, bon week-end et puis merci encore. Merci, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On se reverra, Inch'Allah, prochainement. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.